Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre émission Ecopol, diffusée bien entendu chaque mercredi sur les antennes de Kanaki Télévision. La rediffusion, c'est le jeudi, toujours même chaîne Kanaki Télévision. Nous sommes ensuite sur les réseaux sociaux, Paris, Londres, Bruxelles, Goma, Lubumbashi, Mbandaka, Bumba, Lissala, le Congo central. C'est toujours Kanaki Télévision à travers sa chaîne YouTube. Donc nous sommes là pour vous apporter l'information. Votre émission d'Ecopol de ce mercredi reçoit M. Cédric Mondiatou. Il est secrétaire national en charge de la communication, porte-parole de la démocratie chrétienne, parti cher au président Diomi Ndongala, avec qui nous allons essayer d'échanger sur l'actualité ici en République démocratique du Congo. M. Cédric, bonsoir, soyez les bienvenus dans votre émission Ecopol. Je crois que c'est pour la première fois. Merci beaucoup, oui. C'est un plaisir pour moi d'être invité pour la première fois sur votre plateau. C'est toujours un plaisir pour nous d'échanger ou encore de communiquer avec le peuple congolais sur les enjeux politiques qui conditionnent l'avenir de notre pays. Très important. Merci. Comment vous allez? Ça va? Nous tenons le coup. Comment se porte le parti démocratie chrétienne? Comment ça évolue? Nous savons que vous avez passé des moments assez compliqués. Nous n'allons pas vraiment revenir, mais il faut le rappeler quand même aux téléspectateurs. Le président national a été incarcéré pendant plusieurs années. Il est ressorti, très en forme. Il a été reçu par le chef de l'État au niveau des consultations. On a comme l'impression que vous êtes en train de renaître d'une manière générale. Comment vous vous portez d'abord, vous, dans l'ensemble au niveau du parti? Ah oui, comme vous dites, nous sommes en train de renaître. C'est une surprise notamment pour nos détracteurs qui, en organisant leur coup autrefois contre le président Diomi Ndongala, c'est vrai, comme vous l'avez dit, nous n'allons pas peut-être rappeler tous ces épisodes puisque le commun de mortels le sait très bien. C'était un coup également pour neutraliser non seulement la personne de Diomi Ndongala, mais également son parti politique qui est évidemment le vecteur sur lequel il émettait ses idéaux politiques. Alors par rapport à ça, il a été, comme vous le savez, d'abord par rapport à son ancrage populaire, par rapport à son envergure politique, il a contourné ses stratagèmes, d'abord en mettant en place un comité qui était très efficace, évidemment chapeauté par le secrétaire général Maître Magouar Kassongo, qui a su maintenir le flambeau de la mobilisation allumé pendant toute cette période. C'était pas facile, hein? Ça n'a pas été facile. Avec tout ce qu'il y a eu attaque de la part du régime de M. Kabila. Je vous épargne des détails, mais je vous assure que ça n'a pas été facile. Nous avons été vraiment victimes d'une répression politique. C'était un acharnement au dernier retranchement. À la personne de M. Diomi, je crois. Un acharnement à la personne de M. Diomi Ndongala, mais qui cette fois-là était même déjà incarcéré, mais vous sentez vraiment qu'on était toujours en train d'en vouloir à sa personne, même encore évidemment à son parti politique. Nous avons eu des nerfs très solides, bien que sur notre dos, nous avions toujours la pression, notamment des services de sécurité de l'ANR. Nous ne savions même pas à l'époque dormir dans nos maisons, puisque inquiétés à tout moment, toujours traqués, et pour des raisons qui n'étaient pas connues. Mais ce n'était pas pour nous une raison ou encore une évidence de baisser les bras. Nous avons tenu le coup et nous savions qu'il y aurait toujours un jour où il y aura un changement, puisque le peuple congolais en avait marre. Le peuple congolais, en dépit de ce qui s'est vécu dans ce pays, avait quand même un espoir un jour qu'il y aurait un changement, et les changements n'ont pas tardé. Il est arrivé avec les élections de décembre 2018. Le président Félix Tshisekedi l'a emporté, et puis c'était le début d'une nouvelle histoire. La démocratie a commencé à s'enraciner. Nous avons commencé à renverser les paramètres de la dictature par les chantiers évidemment de la démocratie. C'est ce qui a été à la base de la normalisation du climat politique, avec notamment la décrispation, où vous avez la libération des prisonniers politiques, notamment Eugène Diomi Ndongala, qui est sorti et qui a retrouvé son parti. Et plusieurs autres acteurs politiques. Exactement, puisqu'il s'agit ici de la démocratie chrétienne. Il a trouvé que le parti était toujours là. Mais aujourd'hui, nous sommes en train, comme vous le voyez d'ailleurs, nous sommes en train de poursuivre notre travail. Il est en ballottage très favorable. La semaine dernière, vous avez vu, après que l'on ait tenu il y a un mois une activité, une matinée ordinaire, matinée politique ordinaire à Tchangou, qui était une réussite totale. Et nous avons tenu encore récemment, c'était le samedi dernier, à Lemba, dans la circonscription de Moamba.
dans l'initiative de Maître Magloire Kassongo, secrétaire général de la démocratie chrétienne, mais cette fois-ci exécuté par le nouveau président interfédéral, ville de Kinshasa, M. Yvon Mundadi. Donc, une matinée politique qui avait totalement été une réussite. Et c'est pour nous déjà une projection politique par rapport aux enjeux, notamment de 2023. 2023, il faut parce que vous voyez, effectivement, ce qui s'est vu aujourd'hui comme paysage politique, il faudrait bien, en plus de l'ambition de donner au président de la République un second mandat, mais effectivement lui donner aussi cette fois-ci une écrasante majorité parlementaire pour ne plus revivre ce que nous vivons aujourd'hui comme scénario politique. Monsieur Cédric Moundiatou, vous êtes jeune, vous aurez pu faire autre chose aussi. Pourquoi vous êtes en politique, vous, personnellement? Nous avons commencé ces combats alors très jeunes, puisque nous étions de cette rare espèce de jeunes qui ne pouvaient pas supporter l'injustice. Tout a commencé là. Nous avons vu que l'injustice commençait à devenir la norme dans la société et que la société était devenue l'apanage d'une infime minorité, c'est-à-dire d'un certain groupe. Mais nous nous étions dit, avec ça, qu'est-ce que nous devenons? Mais aussi, que devient le Congo de demain? Puisque nous sommes nous aussi appelés à avoir, c'est vrai, nous avons une vision pour la République. Bien sûr, déjà aujourd'hui, la jeunesse congolaise a manqué une histoire, un passé à vanter. Mais nous nous étions dit, autant que nous avons déjà manqué un passé à vanter, nous ne pouvons pas manquer un futur à inventer. Alors il fallait pour nous mettre la main dans la pâte. Pour nous, en tant que jeunes, il fallait effectivement être aussi là où les décisions se prennent. Nous nous étions dit, c'est vrai, la classe politique actuelle avait fait de cette histoire de la jeunesse et l'avenir du pays une forme d'endormissement. Donc la jeunesse était donc marginalisée, mise à découvert, puisqu'il y avait une certaine classe qui ne voulait pas évidemment laisser la place à la jeunesse. Nous nous sommes dit non, il faudrait bien que nous puissions nous aussi nous impliquer en brisant ces morceaux de glace, puisque finalement notre décision, notre avenir doit dépendre de nous-mêmes. Le Congo doit être le reflet de notre vouloir. De la réalité, au fait. Exactement, ça n'a pas été facile. Je me souviens, nous avons connu des moments de torture physique, parfois d'incarcération. Bien de nos amis aussi y ont laissé leur peau. Mais puisque la détermination était totale, nous nous étions dit maintenant ou jamais, à l'instar de la jeunesse de Soweto en Afrique du Sud, nous avions dit nous tiendrons le coup. Ceux qui mourront, ils auront écrit l'histoire de ce pays à l'encre de leur sang. Et évidemment, nous avons tenu le coup. Donc tout est parti par le combat de lutte contre les injustices. C'est pour ça que nous avons adhéré à un parti politique qui prônait ces idéaux où l'on parle de vérité et justice, deux valeurs fondamentales de la démocratie, puisque la démocratie aujourd'hui est le pilier de développement, notamment de pays aujourd'hui développés, des grandes puissances. Nous sommes dit, puisque nous sommes en train de lutter pour le bien-être communautaire, pour le bien-être général et non le bien-être d'un certain groupe, alors nous allons lutter notamment pour la démocratie, puisque c'est celle-là aujourd'hui le pilier du développement des nations modernes. Et voilà pourquoi nous sommes à la démocratie chrétienne, notamment à travers le combat des jeunes de Mindongala, qui était resté un homme exemplaire. Vous vous souvenez, aux côtés du grand leader Étienne Tshisekedi Mulumba, c'était pour nous un exemple. Donc voilà. Moi, je voulais revenir aux jeunes politiciens que vous êtes. Vous êtes dans un parti politique où il y a aussi des aînés, à l'instar d'autres partis politiques. Est-ce que les jeunes ici en République démocratique du Congo ont leur place quand on sait que les aînés partent difficilement en retraite, entre guillemets? Est-ce que vous pensez que la cohabitation se fait facilement ou il faut faire ses preuves au niveau des partis? Vous savez, comme je venais de le dire ici, c'est toujours compliqué avec les vieux qui aujourd'hui sont caractérisés par une volupté acquisitive. Ils ne sont même pas en train de tenir compte du fait qu'ils ont travaillé et qu'ils devaient laisser la jeunesse. Mesure du temps. Effectivement. Nous savons, et nous prenons d'ailleurs cela, nous disons, il faut donner la valeur à, comme on dit, si jeunesse savait, si vieillesse pouvait. Ça ne veut pas dire que la jeunesse ne sait pas, mais ça appelle à une collaboration. La symbiose, et complémentarité. Entre la vieillesse et la jeunesse, la vieillesse qui est le symbole du savoir, mais qui manque la vigueur. Mais la jeunesse également qui aussi a la vigueur, mais qui a besoin du savoir cette fois-ci. Mais le savoir ici, nous la comprenons comme l'expérience.
plutôt il fallait favoriser cette symbiose, comme vous avez dit fort malheureusement. J'ai dénoncé ici la volupté acquisitive de la vieillesse. Alors pour la jeunesse, qu'est-ce qu'il fallait? Il faut premièrement le courage et la détermination. C'est grâce au courage et à la détermination, ajouter à cela un maximum, c'est pas un minimum bien entendu, du savoir, puisque c'est finalement le savoir qui nous impose. Vous avez vu, nous sommes trop jeunes, si je peux parler de moi-même, à la démocratie chrétienne. Okay. Nous avons commencé, nous sommes venus là comme un petit enfant. Nous avons accepté d'apprendre, effectivement. Nous avons accepté d'apprendre. Dans les brimades. Oui, effectivement, et nous n'avons pas été si orgueilleux que ça, puisque ce qui tue effectivement aussi la jeunesse aujourd'hui, c'est cet orgueil-là, ces sentiments d'orgueil. Vite aller aussi. Effectivement, nous avons été humbles, nous avons accepté d'apprendre, et à travers le temps, nous avons considéré qu'on pouvait effectivement devenir une valeur sûre dans l'avenir, tout en développant le sens d'écoute. C'est bien pour ça qu'aujourd'hui, nous sommes en train d'écrire une histoire au sein de notre parti, mais également à travers le parti, au sein de la République par rapport à l'avenir, puisque les valeurs prônées par Eugène Diomini Ndongala, qui pour nous aujourd'hui est une école. Diomini Ndongala est une école à travers laquelle nous avons beaucoup appris et nous nous sommes dit avec ce que nous avons déjà eu comme connaissance et expérience, notamment sur le plan politique, même encore sur le plan de valeurs théoriques par rapport à la gestion, puisque personnellement, nous n'avons pas encore, moi je parle de moi, je n'ai pas encore géré la chose publique, mais déjà en ayant été aux côtés de quelqu'un qui a une très forte expérience en la matière de la gestion, mais également sur le plan politique, nous sommes préparés, comme on dit, il n'y a pas de succès sans successeur, il n'y a pas de successeur sans formation. Chez Diomini Ndongala, ce n'est pas de l'égoïsme, c'est un monsieur qui sait qu'il a déjà fait, il peut encore faire aujourd'hui, mais il sait déjà que demain devrait appartenir à la jeunesse. C'est bien pour ça qu'il a pris le temps de nous former et de faire de nous une jeunesse distinguée pour que le Congo de demain se maintienne toujours comme État fort. Avant de prendre les consultations, quand vous regardez les tiraillements entre le FCC avec le CACH, je rappelle que vous êtes des alliés du CACH, vous vous dites que c'est le départ qui a été biaisé ou c'est le président Félix qui a été piégé par le système des kabylistes qui veulent encore garder leur ancrage dans la politique ici en RDC? Considérons la situation aujourd'hui entre le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a été élu par la majorité des Congolais, suffrage direct en 2018. La situation au Congo, nous la comparons à un moment donné avec celle d'Afrique du Sud entre l'apartheid que nous comparons au FCC et Nelson Mandela. Nelson Mandela, ayant accédé au pouvoir évidemment par la voie des urnes, avait tendu sa main à l'apartheid. Heureusement pour lui, cette fois-là, l'apartheid avait pris de manière franche cette main et nous avons vu la collaboration à donner ce que nous avons aujourd'hui comme résultat en Afrique du Sud. L'image de l'Afrique du Sud aujourd'hui comme un pays émergent, c'est ce que le président de la République avait envisagé. Il avait cru lui aussi en la franchise du FCC. Fort malheureusement, la gestion calamiteuse du FCC durant 18 ans n'a pas été pour elle un motif de prendre la main lui tendue par le président de la République, puisque déjà au fond, il se disait certainement nous sommes passibles à la justice. Or, le président de la République, pour lui, c'était d'abord le sens du pardon. Il avait dit le Congo devait être construit par toutes ses filles et fils. Alors, on pouvait d'abord privilégier le pardon, essayer d'oublier le passé et mettre tout le monde ensemble pour que nous avancions. Malheureusement, pour lui, on doit le considérer comme ça. Il avait une bonne intention, mais il n'a pas rencontré en face les partenaires assez conséquents, assez humanisme, si on peut le dire. C'est à la base des faits que nous vivons aujourd'hui. Nous sommes en train de vivre une crise, malheureusement. Nous, la démocratie chrétienne, le président de la démocratie chrétienne, bien sûr, le président Diomini Ndongala l'avait déjà dit en son temps. Il avait prédit, en fait. Connaissant ces gens, connaissant leur comportement, connaissant leur volupté acquisitive, et aussi au regard de ce qu'ils ont fait vivre aux Congolais. Ils ont passé 18 ans à réprimer les Congolais, à piller les Congos, à rendre le Congolais pauvre, à dévaster la population, une population qui vit sur un sol mieux loti par la nature, mais très pauvre, parmi les nations les plus pauvres du monde, alors que l'histoire vous parle d'un certain scandale géologique. Alors ces gens ne pouvaient qu'être, ne pouvaient que se retrouver dans ces circonstances-là de frayeur, de peur, puisque déjà eux-mêmes se disent, à n'importe quel moment, le peuple congolais pouvait changer d'avis et commencer à leur rendre compte, à régler les comptes, je voulais dire. Or, le président république, ici, il s'est constitué comme un bouclier pour eux, au nom de la paix.
Pour concernant, je m'excuse de vous interrompre parce que là, il y a des idées qui me viennent dans l'esprit. Le grand débat, c'est aussi au niveau du Parlement, avant d'entamer les consultations, bien sûr, qu'est-ce qu'on doit faire? Parce que quand je vous entends, je comprends que le FCC, il faut oublier, d'après votre discours, il y a eu trop de mal, il faut vraiment oublier. Mais je vous rappelle que, vous le savez, ils sont majoritaires au niveau du Parlement. Comment on va faire en fait? Par les débauchages, qu'est-ce qu'on doit faire? Changer de gouvernement pour essayer de revoir la façon de bouger les choses au Parlement. Qu'est-ce qu'on doit faire concrètement, politiquement, pour éviter de créer trop de frustration? Il faudrait d'abord expliquer aux Congolais que ce qui se passe aujourd'hui, la crise institutionnelle à la base des consultations qui ont eu lieu, consultations présidentielles bien entendu, n'est pas le fait d'une animosité entre le président de la République et le sénateur Joseph Kabila. Non, le président de la République plutôt est pris par le sentiment de devoir de redevabilité. En tant que président de la République, il sait finalement, j'ai fait confiance au FCC, mais j'ai été élu par le peuple congolais. Si il y aurait effectivement un accord, mais cet accord ne peut pas avoir la primeur sur les attentes du Congolais ou encore sur les lois de la République. Mais ici, il s'agissait d'abord de la confiance et la crue, on peut accorder le bénéfice des doutes à tout le monde. Alors, puisque vous êtes en train de poser la question sur le scénario qui se passerait, lorsqu'il a été reçu par le président de la République, le président de la démocratie chrétienne, Eugène Diomini Ndongala, avait fait ses propositions. Il ne s'agit pas ici de faire les débauchages, d'abord parce que la Constitution prohibe les mandats obligatoires pour les députés, autant pour les présidents de la République. Un député national, c'est un représentant du peuple. La représentation même nationale. Si pendant les 18 ans de Kabila, exactement, il y a eu pratiquement ce que nous dénonçons aujourd'hui. Ils étaient comme des ils ont pratiquement fait du débauchage en jouant sur les lois de la République. Le FCC ou encore le régime de Kabila était caractérisé par une forme de débauchage, achat de conscience. C'est ce qu'ils craignent aujourd'hui. Or, le président de la République n'est pas dans cette logique-là. Le président de la République conscientise les élus, leur montrant, vous avez été élu par le peuple congolais pour répondre à ses attentes. Et ces attentes, vous les connaissez en tant que député national. Vous ne pouvez pas être là-bas au nom d'intérêt d'un individu ou encore d'un groupe d'individus. C'est ça le message du président de la République. Mais qu'est-ce qui va se passer? Puisque nous sommes apparemment dans une forme de guerre entre deux camps de positionnement. Positionnement par rapport au FC qui veut se maintenir malgré son bilan catastrophique et désastreux de 18 ans, mais également le cash avec au centre l'UDPS et ses alliés qui veulent... Il y a la base à tout prix qui met aussi la pression. Il fallait parler du peuple congolais qui est cette base-là. La base, c'est le peuple congolais et l'UDPS et ses alliés voient plutôt le combat des 37 ans. Nous avons le devoir d'honorer la mémoire de ceux qui sont tombés sur ce champ de bataille, mais surtout l'honneur au père de la démocratie, le docteur Étienne Tshisekedi. Économiquement, la République aussi est très, très en arrière. Et vous voyez, contrairement à d'autres pays africains où économiquement, le pays est très en arrière, puisqu'il y a eu un sentiment de certaines personnes à créer leur richesse à eux, à se faire les hommes forts plutôt qu'à rendre la République forte ou encore les institutions fortes. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que le régime ou encore les institutions, je voulais dire actuelles, les institutions sont bicéphales. C'est un secret pour personne. Et ce bicéphalisme est dû par le fait de la coalition CACH-FCC, aujourd'hui représentée comme axe du mal. Alors, c'est que le chef de l'État doit faire. Après l'échec, l'évidence évidemment, l'évidence de l'échec de ses attentes, il doit prononcer la fin de cette coalition. D'abord, prononcer la fin de cette coalition qui est le substrat des institutions en place. Alors, dès que le président de la République prononce, ça ne sera pas facile, puisqu'en face, il y a une forme d'intimidation. On veut montrer au chef de l'État qu'il n'en a pas le droit, et pourtant, il a le devoir de répondre aux attentes du Congolais, et c'est un devoir constitutionnel. Il a des prérogatives constitutionnelles en tant que garant. Alors, on est en train de lui montrer comme quoi il ne pouvait pas faire ça parce qu'on lui brandit, entre guillemets, un débat de juste, tout ça. Il faudrait premièrement que le président de la République prononce la fin de la coalition. Dès que la coalition tombe, moi, j'estime que le professeur, pour qui j'ai beaucoup de respect, Ilunga Ilunkamba, n'acceptera pas être le sujet de la crise. Puisque chez nous, à la démocratie chrétienne, le président Diomini Ndongala a toujours dit,
il faut apprendre à l'enfant la vérité. Quand il grandira, il ne s'en détournera pas. Le professeur Ilunga Ilunkamba devrait voir l'après ces institutions. Après lui, que rencontrera l'histoire à son sujet? Alors, que racontera, disais-je, l'histoire à son sujet? Pour éviter d'être présenté comme le symbole de la crise, le Premier ministre devrait démissionner de lui-même. Donc, il doit démissionner. Mais au cas contraire, le président de la République ayant déjà prononcé la fin de la coalition, puisque la Constitution ne lui donne pas la possibilité de révoquer le Premier ministre, il va poser un acte symbolique, notamment de demander la démission du Premier ministre. Est-ce que la République est suffisamment préparée pour affronter ces genres de mutations, si on peut le dire? Il n'y a pas de mutation. Avoir un Premier ministre et puis un autre, je ne pense pas que c'est l'objet d'une crise. Nous en avons déjà vécu. Donc on peut partir d'un premier. Les hommes providentiels, ça n'existe pas. Les hommes indispensables non plus. Puisque ces institutions ont montré leurs limites et qu'à la base de cette crise, nous avons vu le point culminant de cette crise, c'était la désobéissance du Premier ministre à la demande du président de la République, ce qui était une rupture de la confiance. Et cette rupture pouvait être aperçue comme le manque de confiance pour favoriser la coexistence ou encore la collaboration entre le président de la République et le Premier ministre qui constitue tous les deux l'exécutif. Voilà pourquoi le président de la République, qui est porteur du mandat de la population, devrait demander la démission du Premier ministre. Alors, le Premier ministre démissionnant, le président de la République nomme un informateur pour vérifier la constitution d'une nouvelle majorité parlementaire. Chez nous, nous considérons ça comme le retour à l'ordre constitutionnel, puisque cette majorité qui est là n'a même pas été objet d'une vérification par un informateur. Donc pour nous, la démocratie... Et pourtant, au début, les gens estimaient, excusez-moi de vous interrompre, les gens estimaient qu'on devait avoir plutôt un vérificateur pour essayer de voir, de dégager une majorité, mais ça ne s'est pas fait. Non. On n'a jamais compris cette attitude. Vous savez, pour résoudre un problème, on ne rappelle pas ce problème, puisque souvent, quand on rappelle le problème, on risque même de ne pas le résoudre, puisqu'on réveille les vieux démons. Alors, à ce niveau, il faut carrément revenir à l'ordre constitutionnel. Le président de la République, obtenant la démission du Premier ministre, il nomme un informateur qui va vérifier la constitution d'une nouvelle majorité parlementaire sur base de laquelle naîtra un gouvernement de l'Union sacrée qui sera une coalition qui mènera le chef de l'État, évidemment à la réussite ou encore à la réalisation du programme sur base duquel il a été élu et effectivement avoir la possibilité de sa réélection en 2023. Nous sommes dans un système où pratiquement on essaie de... Chacun veut tirer le drap de son côté, il faut qu'on le dise ainsi. Mais la constitution actuelle, quand on regarde, au départ, on a essayé de penser une constitution qui pouvait peut-être aider les Congolais à se retrouver. Mais avec le temps, M. Kabila a carrément piégé cette constitution. Est-ce qu'en ce moment, vous ne pensez pas que c'est assez compliqué de passer par ces genres de réflexion, en fait? Parce que Kabila a pratiquement piégé, il a changé les lois, avec sa majorité pendant 18 ans, il a pratiquement trafiqué cette constitution. Non, mais nous ne pouvons pas avancer si nous ne savons pas regarder l'histoire. Souvenez-vous, en 2015, le même scénario a été tenté. Vous avez commencé d'abord par vivre un jeu tel que pas d'élection sans recensement et on crée une certaine... c'était quoi au NIP qui n'avait même pas de timing fixé. Pas de soubassement aussi. Oui, on se disait, on va duper le peuple congolais comme cela et les recensements ne vont jamais s'organiser et M. Kabila pourra obtenir des rallonges de cette manière-là. Nous avons eu, même par rapport à la loi électorale en janvier 2015, des échauffourées dans ces pays où finalement ils avaient compris que le peuple congolais était devenu jaloux de sa liberté. Je me dis, si on doit continuer à voir M. Kabila comme une foudre de guerre, c'est une erreur. Parce que vous devrez vous rendre compte finalement que M. Kabila ne voulait pas laisser le pouvoir. Malheur à ceux qui... Mais le piège qu'il a laissé, en fait. Non, le piège, oui, mais il y avait aussi un piège, puisque le piège pour lui était de tripatuer les élections et de maintenir au pouvoir. Ce piège-là a été déjoué par le peuple congolais qui était déterminé. Et la détermination dont le peuple congolais a fait preuve hier, c'est la même, peut-être qu'elle est doublée au regard de la crise aujourd'hui créée par le FCC. Donc, nous ne pouvons pas voir le jeu du FCC comme une forme de perturbation déjà réussie. Non. Le FCC, par contre, aujourd'hui, sait très bien la force que représente ce peuple congolais qui porte
le président de la République. Nous savons très bien que dans tout barrage, l'eau passe. Et les peuples congolais se constituent aujourd'hui en cours d'eau qu'aucun barrage ne peut arrêter. Donc le stratagème du FCC, cette nébuleuse mise en place pour maintenir le peuple congolais dans cette misère, ne tiendra pas à travers ces jeux politiques que nous sommes en train de voir. Le peuple congolais soutenant le président de la République, le FCC va capituler. Aujourd'hui, nous avons eu des consultations. Le président Félix Tshisekedi a reçu beaucoup de personnalités politiques, les syndicalistes, la société civile. Aujourd'hui, on peut dire qu'on peut espérer avec ces consultations où c'était peut-être la façon d'agir de trop. Mais les consultations représentent un espoir pour le peuple congolais. Le président de la République aurait pu, en tant que garant de la nation, garant du bon fonctionnement des institutions, prendre d'ores et déjà la décision avant même d'annoncer ces consultations. Mais il a le sens de l'écoute, c'est un démocrate, il s'est dit, c'est vrai, il connaît déjà le problème, mais il devait entendre ce que les Congolais pensaient de cette situation. Voilà le sens des consultations, c'est ce qu'il faut donner comme substance à ces consultations. Il a entendu tous les Congolais, toutes les couches de la population lui ont parlé, lui ont dit effectivement ce qu'ils comprennent, ce qu'ils aperçoivent de cette situation que nous vivons aujourd'hui. Je voudrais bien profiter de votre micro pour rassurer le peuple congolais que les consultations du président de la République représentent une forme de panacée face à la crise créée de toutes pièces par le FCC pour revenir au pouvoir en contrepartie d'un échec qu'il faudrait à tout prix coller au président de la République. Malheureusement pour eux, c'est un stratagème que nous connaissions, que le président de la République lui-même aussi déjà connaissait, mais qu'il fallait montrer à l'opinion tant nationale qu'internationale qu'au-delà de la confiance que nous avons faite à ces gens, nous avons cru qu'ils allaient changer, ils n'ont pas changé et qu'on ne peut pas maintenir courbé le peuple congolais qui, derrière le président de la République aujourd'hui, constitue un mouvement de pression, un groupe de pression qui contraindra le président de la République à prendre la bonne décision en faveur du peuple congolais et non en faveur des Kingakati. Le pays passe des moments assez compliqués, il faut le reconnaître. Nous avons besoin de décisions vraiment salvatrices pour aider les populations à avoir un peu l'espoir en l'avenir. Le mal de la République, concrètement, c'est qui ou c'est le système ou ce sont les personnalités politiques? Non, le mal, c'est vrai, nous avons toujours un problème, une crise d'homme. Vous savez, le président de la démocratie chrétienne, je vous ferai le privilège de vous donner le programme de la démocratie chrétienne. Oui, nous avons toujours privilégié la réforme ou encore les réformes. Et ces réformes ne peuvent pas épargner l'homme, puisque pour nous, l'homme est l'élément central, la cheville ouvrière du développement. Alors nous devons comprendre que ce qui se vit aujourd'hui, c'est d'abord l'homme. Et c'est quoi cet homme? C'est qui cet homme, disais-je? Vous avez le FCC qui est constitué d'hommes. Alors ces hommes déjà ont une culture. Pour eux, la politique est un champ où l'on s'enrichit. Vous voyez? Donc ici d'abord, il y a un problème d'hommes. Nous avons aujourd'hui un régime démocratique. Un président qui veut changer à partir de la volonté politique. Puisque la différence qu'il faille noter entre le président de la République et tous ses prédécesseurs, c'est d'abord la volonté politique. La matière que propose le président de la République comme cheval de bataille, comme leitmotiv de sa politique, c'est d'abord la volonté politique. Mais en face, il y a maintenant un problème d'homme. Et l'homme, malheureusement, qu'il a en face, c'est celui qui s'impose comme collaborateur au regard des résultats des élections. Ce sont les politiciens que nous avons, ce sont les politiciens qui dirigent la République. C'est pour ça que nous, la démocratie chrétienne, prenons la
nouvelle génération politique. Il faut favoriser la nouvelle génération politique. Ça ne va pas se faire maintenant puisque nous sommes déjà d'un mandat. Oui, bien sûr. Nous sommes au cours du mandat. Il faut sensibiliser, continuer à sensibiliser le peuple congolais. Nous profitons d'ailleurs, c'est peut-être comme la Bible nous dit, à quelque chose malheur est bon. Il fallait qu'il arrive cette situation pour que le peuple congolais se rende effectivement compte du mauvais choix qu'il avait fait en 2018 de redonner la majorité parlementaire au FCC. Nous savons ce qui est à la base de cela. Nous n'allons pas le rappeler, mais le peuple congolais, ne voulant plus de la tête de M. Kabila, qui était la représentation ou encore l'incarnation du mal, le peuple congolais s'était mobilisé, même dans les bureaux de vote, à en finir avec M. Kabila. Maintenant, l'effet de cet éveil orienté spécifiquement vers l'élection présidentielle était plutôt l'ouverture d'une brèche pour le FCC à se maintenir au pouvoir en ayant le contrôle parlementaire, le contrôle des institutions, puisque le Parlement, c'est le central, l'Assemblée nationale notamment. Alors nous pensons plutôt que ce qui s'est passé nous donne la matière de sensibiliser la population pour que les réformes, les véritables réformes déjà enclenchées par le président de la République se poursuivent et arrivent à changer en 2023. Et c'est là qu'il faut déjà dire au peuple congolais qu'il ne s'agit seulement pas d'élire le président de la République en 2023. Félix Tshisekedi, bien sûr, il va avoir un second mandat, mais il faut lui donner une majorité composée d'une nouvelle génération politique qui entendra la voix du président de la République pour commencer l'écriture d'une nouvelle c'est une reconfiguration pratiquement de la classe politique. Oui, bien sûr. Oui, c'est ça. C'est exactement une nouvelle reconfiguration, en espérant que les choses vont aller dans le bon sens, au fait. Mais oui, on ne peut qu'espérer parce que vous voyez, aujourd'hui, ceux qui ont accompagné Joseph Kabila sont quasiment les mêmes qui ont été avec monsieur le maréchal Mobutu. Or, nous savons que les deux régimes sont similaires par rapport à la dictature. D'autres aussi se sont retrouvés dans l'opposition, bien sûr. Pas qu'avec monsieur Kabila. Même dans l'opposition, on a retrouvé quelques personnes. Mais pourquoi ils sont allés à l'opposition? Parce que nous étions une opposition au sein de laquelle il y avait des affidés du pouvoir. Et il y avait des gens qui, effectivement, avaient la même ressemblance que ceux qui étaient en face, je parlais du pouvoir. Et puisqu'on dit qui se ressemble, s'assemble. Ils sont finis par rejoindre les camps de leur idéal. Hein. C'est pour un idéal, par exemple, de gérer en trichant, en essayant de tricher, en essayant de faire tout ce qu'ils ont appris à faire là-bas. Mais il y avait une opposition qui était fidèle, qui prônait les valeurs. La vraie opposition, Tshisekedi, bien entendu, où vous aviez un certain Diomi Ndongala, un certain Félix Tshisekedi et tout ce que vous savez bien entendu. Alors nous disons, c'est de là qu'il faut repartir. C'est là qu'il faut commencer maintenant l'écriture ou la création, la reconfiguration, comme vous dites, de la classe politique congolaise et essayer maintenant de projeter l'avenir. Aujourd'hui, les consultations, nous attendons le discours du chef d'État. On peut faire des suppositions, vous imaginez, c'est un peu difficile à dire. Il peut dire quoi rapidement? Ce que le président de la République peut dire, il n'y a que lui qui le sait. Si vous le regardez en face, si vous avez la chance, vous allez nous dire quoi, monsieur le président? Les urgences, c'est quoi en fait? Les urgences, nous les avons toujours rappelées. Le président, c'est lui qui a les manettes. C'est lui qui sait voir là où ça va et là où ça ne va pas. Mais tout ce que nous voyons par rapport à notre politique de proximité avec la population, nous ressentons cette misère de la population. Primo, secondo, nous avons lutté avec l'UDPS et je parle de la démocratie chrétienne, sommes liés avec l'UDPS par le sort. Ça veut dire l'échec de l'UDPS, c'est l'échec de la démocratie chrétienne. L'échec du président de la République, c'est l'échec du président de la démocratie chrétienne, Eugène Diomi Ndongala. Au regard de cela, nous proposons au président de la République, c'est que je disais tantôt, mettre fin à la coalition FCC-CACH, puisque c'est elle qui est à la base de ce que nous vivons aujourd'hui. Quand il aura mis fin à cela, premièrement, ça lui donnera, en plus de tout ce que nous venons d'évoquer ici, la possibilité de rapprocher vers lui les forces positives, puisque ça existe. Puisque le FCC s'était imposé comme collaborateur du président de la République et qu'il savait très bien qu'aujourd'hui, Félix Tshisekedi entouré des vrais Tshisekedistes que vous connaissez bien, il contraindrait le FCC à reculer. Alors, ils ont tenté d'abord à imposer un sale jeu, de séparer le président de la République de ceux qui pouvaient l'accompagner à réussir dans sa vision. Exactement. Alors, pour nous, il faut commencer par mettre fin à cette coalition et donner la possibilité au président de la République de recruter, de rapprocher vers lui les personnes qui, déjà dès le début, connaissent la vision,
tshisekédiste, c'est la vision du peuple d'abord, c'est la vision du progrès social, c'est la vision de la démocratie, de la reconstruction sur base de la justice et de la liberté d'expression comme aujourd'hui nous le vivons. Personne ne peut être contraint à l'exil, personne ne peut être envoyé à la prison à cause de son opinion politique. C'est ça le tshisekédisme. Alors le président de la République doit commencer par mettre fin à la coalition et s'offrir lui-même les possibilités de voir de l'avant et tenter de reconstruire le Congo avec les fils et les filles du pays qui sont disposés. Nous sommes dans votre émission Ecopol diffusée chaque mercredi aux environs de 22h. La rediffusion c'est le jeudi. Nous sommes aussi sur les réseaux sociaux, YouTube, l'application de Vodacom, Canal Télévision. Nous parlons de la politique qui sont République démocratique du Congo. Nous parlons du pays, comme je l'ai toujours dit, la République appartient à tout le monde. Chacun doit apporter sa part de contribution. Il s'appelle M. Cédric Mondiatou, c'est le secrétaire national en charge de la communication, porte-parole de la démocratie chrétienne, parti cher au président Diomi Ndongala, qui est accusé au tribunal. Il y a des problèmes de maison. Il paraîtrait, vous êtes le porte-parole, qu'il y a eu spoliation, il a spolié une maison, une tierce personne. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Non, vous savez, nous avons même minimisé ça. C'est de l'agitation. Mais une agitation qui peut aussi être perçue comme une forme d'acharnement, une manipulation politicienne. Voilà ce que je voulais dire. Vous avez suivi aujourd'hui sur les ondes de la même où étaient passés ces détracteurs pour parler de cette histoire de ce pays. Le président de la démocratie chrétienne est Diomi Ndongala, aujourd'hui à l'Algérie. Il s'agit d'une parcelle qui lui appartient pérenne. Alors qu'il avait vendu, on le dit, à la femme de M. Lédia, et que après que la femme se soit consultée avec son mari, nous ne savons pas ce qu'ils se sont dit, la femme fait des faux pédalages et voudrait que le contrat de vente soit annulé alors que tout avait déjà été conclu. Bien au début. Évidemment, et en bonne et due forme. Et la femme veut qu'on mette fin, qu'on annule justement la vente. Bon, on va annuler la vente, tout avait déjà été fait et tout ça. Au lieu de suivre la procédure normale, nous sommes dans un pays quand même organisé où il y a une administration foncière. S'agissant de la vente, de l'achat des parcelles, la procédure est connue. C'est pour ça d'ailleurs que nous avons vu que l'avocat conseille avec ces déclarations rentrer lui-même dans un contexte des ridicules, malheureusement, des ridicules finalement dans ce pays ne suivent pas, parce qu'il n'a pas été lui-même, si nous considérons ce qu'il avait dit, il était d'abord être confus et ridicule de comprendre qu'il n'a pas été un niveau de clientèle sa cliente. Mais puisqu'il ne s'agit pas de ça, la procédure a été violée même. La partie, ça veut dire la dame est allée en justice à l'insu de M. Diomi. Il a été fait des manipulations là-bas, un procès non contradictoire. M. Diomi, ne connaissant pas ce qui s'est passé, mais il y a quand même eu un procès, et puis soi-disant... Ça n'a pas été politisé cette histoire? C'est pour ça que nous parlons, j'ai parlé ici d'une manipulation... Exactement. C'est pour ça que j'ai parlé ici de la manipulation politicienne. Le procès a eu lieu, un procès unilatéral. Diomi Ndongala ayant été informé, si il était de droit de cette dame d'user de la justice pour faire valoir effectivement ce droit, il en est de même de M. Diomi Ndongala, puisqu'il a aussi de droit. Alors, ayant appris, ayant été mis au parfum de la situation, et qui aurait eu un jugement qui le condamnait à son insu, il a fait appel, il est allé en appel. Et les hommes de droit savent très bien, dès l'instant que la situation se trouve en appel, la première, je voulais dire le premier jugement d'ailleurs, le jugement par défaut, il est par défaut puisque rendu à l'insu de l'autre partie, devrait nécessairement être déconsidéré. Ça constitue même une infraction que les dossiers se trouvent entre les mains de la justice, mais que l'on continue à faire valoir l'ancien jugement par défaut. Ça, c'est une infraction parce que c'est contre la loi. C'est pour ça que nous avons appelé ça une simple agitation. Et le président Diomi Ndongala a même appelé M. Lédia à apaiser sa femme. Nous sommes dans un pays aujourd'hui qui prône l'état des droits, qui prône le droit, la justice ne peut plus être caporalisée. Ce qui est grave dans cette histoire, c'est quand même que Diomi Ndongala fait usage de sa casquette politique. Mais c'est extrêmement grave comment quelqu'un pouvait faire usage de sa casquette politique alors que l'autre jugement était même rendu à son insu.
c'est déjà à son insu. Comment fait-il usage de sa casquette politique? C'est de l'amalgame entretenu justement pour salir l'image de Diomi Ndongala. Mais essayez un peu de voir comment ça s'est passé. Il était en matinée politique le samedi 28 novembre, une matinée qui était une réussite totale, mais l'on vient faire ces tapages un jour après. Ça veut dire ce que ça veut dire, vous comprenez ici que c'est un acharnement pour essayer encore une fois de salir la personne de Diomi Ndongala et de combattre son combat politique. Malheureusement, ça ne tient pas puisqu'ils sont en justice et nous attendons que la justice fasse son travail. Parmi les provinces où la démocratie chrétienne est très bien implantée, le Congo central a beaucoup de partisans. Un seul fait, on a comme l'impression que le président a du mal à pénétrer, à repartir. Il part pratiquement pas, c'est juste des voyages de quelques heures, il revient. Il a peur de quoi? Il a perdu sa base. Et puis on l'a vu avec le doyen Némona Ntségou. Non, la démocratie chrétienne est un parti national. Mais comme tout parti... L'ancrage est plus... Oui, le fief. Nous appelons Jésus-Christ créateur du monde. Mais il avait un Jésus, on l'appelle Jésus de Nazareth. Alors la démocratie chrétienne aussi, le président de la démocratie chrétienne est né Congo. Il est du Congo central. Alors pour répondre à votre question... Diomi Ndongala a fait, comme je disais ici, une école. Il a mis en place une armée. Il n'a pas besoin de se déployer peut-être physiquement, mais il y a une équipe qui travaille. Vous avez vu ce qui s'est passé à Limba et vous verrez bientôt ce qui va se passer notamment à Limka au courant de ce mois et en projection d'ailleurs d'un meeting au stade des Martyrs. Ce n'est pas lui qui se déploie. Lui, il a déjà donné son nom. C'est comme les disciples, les 12 disciples avaient de la facilité de faire le travail au nom de Jésus-Christ qui était le maître. Et nous avons de la facilité puisque le nom de Diomi Ndongala est consommé, comme on dit, à bon 20 points d'enseigne. Nous n'avons pas besoin de parler de son nom puisque son combat est connu par le commun de mortels. Nous travaillons, nous sommes déployés et au Congo central et dans le reste du pays. Et ses relations avec Némona Ntségou actuellement? Bien sûr, Némona Ntségou c'est un fils de Congo, Diomi Ndongala également. Donc par rapport à ça, il n'y a pas de problème entre les deux leaders, bien entendu, Congo, ils sont en très bonne relation. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Je voulais que vous soyez bien regarder la caméra. Dans quelques jours, j'imagine, le chef de l'État va parler. L'avenir de la République démocratique du Congo, comment vous le voyez? L'avenir de la République démocratique du Congo, nous le voyons bien. Et nous sommes sereins que ce pays a de l'avenir. Voilà pourquoi nous voulons parler au président de la République. Excellence, Monsieur le Président de la République, vous êtes aujourd'hui à la tête de ce pays par la volonté du peuple congolais. Un peuple dévasté par la succession des régimes qui, à la place d'aider le pays à se développer, s'étaient constitués des forces personnelles et ont piétiné l'avenir d'un pays. Aujourd'hui, vous êtes là pour apporter correction à cette situation. Vous êtes issu d'un combat. Vous êtes issu d'un père qui a prôné les valeurs, aujourd'hui qui repose en paix et avec beaucoup d'honneur. Alors nous, votre allié, la démocratie chrétienne, le président de la démocratie chrétienne, Eugène Diomi Ndongala, qui, au nom du combat de l'UDPS, au nom des idéaux du président Étienne Tshisekedi, votre père, avait refusé de crédibiliser ou de légitimer des institutions issues du hold-up électoral en 2023. Nous avons cheminé avec vous et sommes rassurés, étions, disais-je, rassurés de l'avenir du Congo. Aujourd'hui, vous êtes à la tête du pays par la volonté du peuple congolais et non par celle d'une coalition ou encore d'un certain accord. Nous vous appelons ici à prendre des décisions courageuses contre toute attente de votre partenaire qui s'impose aujourd'hui comme axe du mal. Vous avez été élu, nous insistons, par le peuple congolais. Puisque le FCC a tenté de vous coller les ridicules, puisque le FCC a tenté de vous coller un échec, il n'y a pas à réfléchir deux fois, il n'y a qu'à mettre fin à cette coalition et tenter de rencontrer les préoccupations profondes du peuple qui vous a amené à la tête de ce pays. Merci, M. Cédric Mondiatou. Je rappelle que c'est le secrétaire national en charge de la communication, porte-parole de la démocratie chrétienne, partie chère au président national Diomi Ndongala. Un plaisir pour moi de vous recevoir sur ce plateau. Un plaisir également. On aurait pu aborder d'autres sujets, mais je promets aux téléspectateurs que nous allons revenir peut-être... Nous sommes toujours disposés à échanger, comme je disais à l'entrée. Nous avons toujours été disposés à parler des questions qui conditionnent l'avenir de notre pays. Nous sommes là pour ça et nous y serons toujours. La République démocratique du Congo nous appartient tous, pratiquement à la fin, à la réalisation. Il s'appelle Mike Kamwaka,
Rodi Louadou à la caméra, Takidi aussi à la caméra, que j'appelle souvent l'invincible, et je dis merci à vous tous qui nous suivez à travers le monde, aux États-Unis, en France, en Belgique, en Thaïlande, au Brésil aussi, à Brazzaville, on m'appelle souvent aussi, nous vous disons merci. Ecopol, c'est votre émission, vous avez le numéro, des suggestions, tout ce que vous avez à dire, nous sommes là pour vous. Allez, moi je vous retrouve, si Dieu veut, la semaine prochaine, la rediffusion de cette émission mercredi, c'est demain, jeudi à 11h, toujours sur l'antenne de Canal King Télévision, mais sur les réseaux sociaux, l'émission continue. Allez, bye bye.